La Russie dit avoir achevé la mobilisation de 300 000 réservistes. 82 000 d'entre eux sont déjà sur les lignes de front, selon Moscou. Nouvelle manifestation meurtrière en Iran ce vendredi, notamment à Zaïdan. Des contestataires rapportent au moins 6 personnes tuées par la police, dont un enfant de 12 ans. Au Brésil, Lula et Jair Bolsonaro se rendent coup pour coup lors d'un débat télévisé électrique à la veille du second tour de la présidentielle. La Russie assure avoir achevé la mobilisation de 300 000 réservistes. Selon Moscou, 82 000 soldats sont déjà sur les lignes de front. Aucune tâche supplémentaire n'est prévue dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Les centres d'appel continueront leur recrutement pour l'armée, mais exclusivement avec des volontaires et des soldats sous contrat. Sur le front, les troupes de Kiev s'apprêtent à livrer une féroce bataille pour reprendre la ville de Kherson. Moscou a affirmé en avoir évacué tous les civils désireux de partir vers la Russie ou dans des zones sous contrôle russe. La Russie est en train de transformer la région de Kherson en un no man's land privé des choses élémentaires disponibles dans la plupart des pays du monde. Avant l'arrivée des Russes, cette région, comme toutes les autres régions d'Ukraine, était tout à fait normale et sûre. Tous les services sociaux étaient assurés pour la population, la vie était garantie. Et maintenant, la Russie essaie de faire de l'oblast de Kherson littéralement une zone d'exclusion. Par ailleurs, l'Ukraine a annoncé vendredi des coupures d'électricité sans précédent qui touchent au total 4 millions de personnes, notamment dans la région de Kiev. Les autorités ukrainiennes tentent de réparer dans l'urgence les centrales endommagées pour rétablir l'approvisionnement. Kiev rapporte également qu'au moins 6 personnes auraient été tuées dans des bombardements près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, zone contrôlée par les Russes. Enfin au nord, les troupes ukrainiennes ne baissent pas la garde. Jeudi, les militaires ukrainiens disaient redouter l'ouverture par Moscou d'un nouveau front depuis le Bélarus. Nouvelle manifestation meurtrière en Iran ce vendredi, notamment à Zaïdan, dans le sud-est du pays. Selon des contestataires, la police aurait tué au moins 6 personnes, dont un enfant de 12 ans. Depuis des jours, des Iraniens descendent dans la rue pour dénoncer la mort de Mahsa Amini lors de sa détention par la police des mœurs. C'était il y a 6 semaines. Un mouvement de contestation alimenté par la colère face au nombre de personnes tuées depuis par les forces de l'ordre lors des rassemblements. Les ONG font état d'au moins 160 personnes tuées, dont une vingtaine de mineurs. Des heurts entre forces de sécurité et manifestants ont également éclaté dans l'ouest iranien, à Baneh, mais aussi Mahabad, où la police a tiré sur les manifestants. Des jeunes ont incendié des poubelles et bloqué les routes avant de brûler des symboles du régime islamique. Il était à San Francisco, à son domicile, lorsque Paul Pelosi, le mari de la chef des démocrates au Congrès américain, a été violemment attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi par un individu armé d'un marteau. Le suspect, un homme de 42 ans, cherchait en réalité Nancy Pelosi. Il a été arrêté par la police. Le motif de cette attaque reste à déterminer. David DePape doit être incarcéré à la prison du comté de San Francisco et inculpé de tentative d'homicide, d'agression avec une arme mortelle, de maltraitance de personnes âgées, de cambriolage et de plusieurs autres délits. Blessé lors de l'agression, Paul Pelosi a été transporté à l'hôpital où il a subi avec succès une intervention chirurgicale pour une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains. Selon les médecins, il devrait se rétablir complètement. Nancy Pelosi se trouvait à Washington au moment de l'attaque, une attaque vivement condamnée par l'ensemble de la classe politique américaine. Le président Joe Biden a dénoncé une agression ignoble. Ambiance électrique au Brésil lors d'un débat télévisé vendredi soir entre Lula et Jair Bolsonaro avant le second tour de la présidentielle qui aura lieu dimanche. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup, roi des mensonges, bandits, déséquilibrés. Durant 2h30, les invectives ont fusé. Il se prend pour le petit père des pauvres, mais en 2020, pour soutenir les pauvres qui restaient chez eux à cause du Covid, mon gouvernement a versé une aide d'urgence de plus de $100. Et parlons de la jeunesse brésilienne.
Que lui reste-t-il à part de faux sondages qui le donnent en tête? Au-delà de la joute verbale, le duel était également physique, chaque candidat tentant d'occuper au mieux le terrain dans le studio transformé en arène pour un combat sans merci. La seule chose que vous avez faite a été de refuser le vaccin au bon moment et de permettre à plus de 300 000 personnes de mourir inutilement dans ce pays. Mais un jour, vous le paierez. Nous avons collecté des milliers d'armes et nous les avons détruites. Parce que mon gouvernement préfère distribuer des livres. Après ce débat houleux, Jair Bolsonaro a pourtant assuré dans un influent média de presse quotidienne du Brésil qu'il respecterait le choix des électeurs. Mais selon les experts, le président sortant préparerait le terrain pour contester le résultat en cas de défaite. Après la reprise en main d'Elon Musk, une nouvelle ère incertaine s'est ouverte pour Twitter. Beaucoup s'inquiètent des intentions de ce nouveau patron, grand amateur de provocation. Lui a tenté de rassurer, annonçant la formation d'un conseil de modération des contenus avec des points de vue très divers. En Europe, l'oiseau volera selon nos règles européennes, a averti de son côté Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Car Elon Musk se présentant défenseur absolu de la liberté d'expression, si certains s'en réjouissent, beaucoup craignent un regain d'abus. Il y a eu des problèmes sur Twitter, nous le savons, dit cette femme. Donc j'espère juste qu'il apportera les changements et fera en sorte que la liberté d'expression soit la règle. S'il ne permet pas le contrôle des conversations pour limiter les discours haineux et les choses de ce genre, réagit cet autre, alors je pense que cela pourrait être pire pour les gens et créer un environnement politique plus clivant. C'est ce qui m'inquiète. Elon Musk a déjà ouvert la porte à un retour de Donald Trump sur le réseau social. L'ancien président en avait été exclu après avoir soutenu ses partisans qui ont pris part à l'assaut du Capitole en janvier 2021. Alors que l'été joue les prolongations, la France devra pourtant bien se mettre à l'heure d'hiver. Ce dimanche, à 3 h du matin, les Français devront reculer leur montre d'1 heure. La suppression du changement d'heure, décidée par l'Union européenne en 2019, fait figure de serpent de mer. Pourquoi cette proposition, qui avait enthousiasmé nombre d'Européens, ne s'est-elle toujours pas concrétisée ? Il y a actuellement 3 fuseaux horaires en Europe et la grande majorité des pays membres utilisent l'heure d'Europe centrale, représentée ici en bleu. Si l'initiative vient de l'Union européenne, c'est aux États membres qu'il revient de la mettre en œuvre, mais ces derniers n'arrivent pas à aligner leurs aiguilles. Pour Bruxelles, il n'est pas question d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires. La Commission européenne avait donc présenté une proposition visant à répartir les pays en 4 fuseaux horaires différents, essentiellement basés sur l'heure d'hiver actuelle. La France, l'Espagne et les pays du Benelux seraient ainsi rattachés au même fuseau horaire d'Europe occidentale. Reste à savoir si les États membres accepteront cette répartition. Entre le Brexit et la pandémie du Covid-19, la question est restée en suspens. Mais elle pourrait revenir à l'ordre du jour lorsque la Suède prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier. Il est considéré comme l'inventeur de l'afrobeat dans les années 1970. Fela Kuti est au cœur de toutes les attentions dans une exposition que lui consacre la Philharmonie de Paris. Elle retrace la carrière musicale mais aussi politique du musicien nigérian, décédé en 1997. L'afrobeat au carrefour du jazz et de musique yoruba traditionnelle est faite pour danser et penser, avait dit le biographe du chanteur. En Allemagne, le musée Barberini vient d'inaugurer une exposition consacrée au lien entre magie et surréalisme. Le regain d'intérêt pour ce mouvement artistique s'explique par l'omniprésence du surnaturel, de l'étrange et du fantastique dans la culture contemporaine. En témoignent les séries à succès Stranger Things ou encore Black Mirror. La galerie, elle, se remet tout juste de l'incident lors duquel l'un des tableaux de Claude Monet avait été recouvert de purée de pommes de terre par des militants écologistes. Le 18 octobre dernier, le musée Guggenheim de Bilbao a fêté ses 25 ans. Le lieu, fait d'un assemblage de plaques de titane, a été conçu par l'un des plus grands architectes contemporains, Frank Gehry. Son ouverture en 1997 a revitalisé une ville et sa région, le Pays Basque. Depuis son inauguration, 24 millions de visiteurs ont afflué du monde entier. Pour l'occasion, une nouvelle exposition est à découvrir jusqu'en janvier 2023.